Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, Albertine disparue. Chapitre 1er. Mademoiselle Albertine est partie. Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie. Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revue était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil. J'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots, « Mademoiselle Albertine est partie », venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi, ce que j'avais cru n'être rien pour moi, c'était tout simplement toute ma vie. Comme on s'ignore. Il fallait faire cesser immédiatement ma souffrance. Tendre pour moi-même, comme ma mère pour ma grand-mère mourante, je me disais, avec cette même bonne volonté qu'on a de ne pas laisser souffrir ce qu'on aime, « Aie une seconde de patience. On va te trouver un remède. Sois tranquille. On ne va pas te laisser souffrir comme cela. » Ce fut dans cet ordre d'idées que mon instinct de conservation chercha, pour les mettre sur ma blessure ouverte, les premiers calmants. Tout cela n'a aucune importance parce que je vais la faire revenir tout de suite. Je vais examiner les moyens, mais de toute façon, elle sera ici ce soir. Par conséquent, inutile de me tracasser. Tout cela n'a aucune importance. Je ne m'étais pas contenté de me le dire. J'avais tâché d'en donner l'impression à Françoise, en ne laissant pas paraître devant elle ma souffrance, parce que, même au moment où je l'éprouvais avec une telle violence, mon amour n'oubliait pas qu'il lui importait de sembler un amour heureux, un amour partagé, surtout aux yeux de Françoise, qui n'aimait pas Albertine, et avait toujours douté de sa sincérité. Oui, tout à l'heure, avant l'arrivée de Françoise, j'avais cru que je n'aimais plus Albertine. J'avais cru ne rien laisser de côté, en exact analyste. J'avais cru bien connaître le fond de mon cœur. Mais notre intelligence, si grande soit-elle, ne peut apercevoir les éléments qui le composent, et qui restent insoupçonnés, tant que, de l'état volatile où ils subsistent la plupart du temps, un phénomène capable de les isoler ne leur a pas fait subir un commencement de solidification. Je m'étais trompé en croyant voir clair dans mon cœur. Mais cette connaissance que ne m'avaient pas donnée les plus fines perceptions de l'esprit venait de m'être apportée, dure, éclatante, étrange, comme un sel cristallisé par la brusque réaction de la douleur. J'avais une telle certitude d'avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Jusqu'ici, je l'avais considérée surtout comme un pouvoir annihilateur qui supprime l'originalité et jusqu'à la conscience des perceptions. Maintenant, je la voyais comme une divinité redoutable, si rivée à nous, son visage insignifiant si incrusté dans notre cœur, que, si elle se détache, si elle se détourne de nous, cette déité que nous ne distinguions presque pas, nous inflige des souffrances plus terribles qu'aucune, et qu'alors, elle est aussi cruelle que la mort. Le plus pressé était de lire la lettre d'Albertine, puisque je voulais aviser au moyen de la faire revenir. Je les sentais en ma possession, parce que, comme l'avenir est ce qui n'existe encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l'intervention in extremis de notre volonté. Mais en même temps, je me rappelais que j'avais vu agir sur lui d'autres forces que la mienne, et contre lesquelles, plus de temps m'eût-il été donné, je n'aurais rien pu. À quoi sert que l'heure n'ait pas sonné encore, si nous ne pouvons rien sur ce qui s'y produira? Quand Albertine était à la maison, j'étais bien décidé à garder l'initiative de notre séparation. Et puis elle était partie. J'ouvris la lettre d'Albertine. Elle était ainsi conçue. Mon ami, pardonnez-moi de ne pas avoir osé vous dire de vive voix les quelques mots qui vont suivre. Mais je suis si lâche, j'ai toujours eu si peur devant vous, que, même en me forçant, je n'ai pas eu le courage de le faire. Voici ce que j'aurais dû vous dire. Entre nous, la vie est devenue impossible. Vous avez d'ailleurs vu par votre algarade de l'autre soir qu'il y avait quelque chose de changé dans nos rapports. Ce qui a pu s'arranger cette nuit-là deviendrait irréparable dans quelques jours.
Il vaut donc mieux, puisque nous avons eu la chance de nous réconcilier, nous quitter bons amis. C'est pourquoi, mon chéri, je vous envoie ce mot, et je vous prie d'être assez bon pour me pardonner si je vous fais un peu de chagrin, en pensant à l'immense que j'aurai. Mon cher grand, je ne veux pas devenir votre ennemi, il me sera déjà assez dur de vous devenir peu à peu, et bien vite, indifférente. Aussi ma décision étant irrévocable, avant de vous faire remettre cette lettre par Françoise, je lui aurais demandé mes malles. Adieu, je vous laisse le meilleur de moi-même, Albertine. Tout cela ne signifie rien, me dis-je. C'est même meilleur que je ne pensais, car comme elle ne pense rien de tout cela, elle ne l'a évidemment écrit que pour frapper un grand coup, afin que je prenne peur. Il faut aviser au plus pressé, c'est qu'Albertine soit rentrée ce soir. Il est triste de penser que les Bontemps sont des gens véreux qui se servent de leur nièce pour m'extorquer de l'argent, mais qu'importe. Dussé-je, pour qu'Albertine soit ici ce soir, donner la moitié de ma fortune à Madame Bontemps, il nous restera assez à Albertine et à moi pour vivre agréablement. Et en même temps, je calculais si j'aurais le temps d'aller ce matin commander le yacht et la Rolls-Royce qu'elle désirait, ne songeant même plus, toute hésitation ayant disparu, que j'avais pu trouver peu sage de les lui donner. Même si l'adhésion de Madame Bontemps ne suffit pas, si Albertine ne veut pas obéir à sa tante et pose comme condition de son retour qu'elle aura désormais sa pleine indépendance, eh bien, quelque chagrin que cela me fasse, je la lui laisserai. Elle sortira seule, comme elle voudra. Il faut savoir consentir des sacrifices, si douloureux qu'ils soient, pour la chose à laquelle on tient le plus, et qui, malgré ce que je croyais ce matin d'après mes raisonnements exacts et absurdes, est qu'Albertine vive ici. Puis-je dire du reste que lui laisser cette liberté m'eût été tout à fait douloureux? Je mentirais. Souvent déjà, j'avais senti que la souffrance de la laisser libre de faire le mal loin de moi était peut-être moindre encore que ce genre de tristesse qu'il m'arrivait d'éprouver à la sentir s'ennuyer avec moi, chez moi. Sans doute, au moment même où elle m'eût demandé à partir quelque part, la laisser faire, avec l'idée qu'il y avait des orgies organisées, m'eût été atroce. Mais lui dire « Prenez notre bateau ou le train, partez pour un mois dans tel pays que je ne connais pas, où je ne saurai rien de ce que vous ferez », cela m'avait souvent plu par l'idée que, par comparaison, loin de moi, elle me préférerait et serait heureuse au retour. D'ailleurs, elle-même le désire sûrement. Elle n'exige nullement cette liberté à laquelle, d'ailleurs, en offrant chaque jour à Albertine des plaisirs nouveaux, j'arriverais aisément à obtenir jour par jour quelques limitations. Non, ce qu'Albertine a voulu, c'est que je ne fusse plus insupportable avec elle, et surtout, comme autrefois Odette avec Swann, que je me décide à l'épouser. Une fois épousée, son indépendance, elle n'y tiendra pas. Nous resterons tous les deux ici, si heureux. Sans doute c'était renoncer à Venise, mais que les villes les plus désirées comme Venise, à plus forte raison les maîtresses de maison les plus agréables, les distractions, et encore bien plus que Venise, la duchesse de Guermantes, le théâtre. Combien des villes comme Venise deviennent pâles, indifférentes, mortes, quand nous sommes liés à un autre cœur par un lien si douloureux qui nous empêche de nous éloigner. Albertine a d'ailleurs parfaitement raison dans cette question de mariage. Maman elle-même trouvait tous ces retards ridicules. L'épouser, c'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. C'est ce qu'il faudra que je fasse. C'est cela qui lui a fait écrire sa lettre dont elle ne pense pas un mot. C'est seulement pour faire réussir cela qu'elle a renoncé pour quelques heures à ce qu'elle doit désirer autant que je désire qu'elle le fasse, revenir ici. Oui, c'est cela qu'elle a voulu. C'est cela l'intention de son acte, me disait ma raison compatissante. Mais je sentais qu'en me le disant, ma raison se plaçait toujours dans la même hypothèse qu'elle avait adoptée depuis le début. Or, je sentais bien que c'était l'autre hypothèse qui n'avait jamais cessé d'être vérifiée. Sans doute, cette deuxième hypothèse n'aurait jamais été assez hardie pour formuler expressément qu'Albertine eût pu être liée avec mademoiselle Vinteuil et son amie. Et pourtant, quand j'avais été submergé par l'envahissement de cette nouvelle terrible, au moment où nous entrions en gare d'Incarville, c'était la seconde hypothèse qui s'était trouvée vérifiée.
celle-ci n'avait pas ensuite conçu jamais qu'Albertine pût me quitter d'elle-même, de cette façon, sans me prévenir et me donner le temps de l'en empêcher. Mais tout de même, si après le nouveau bond immense que la vie venait de me faire faire, la réalité qui s'imposait à moi m'était aussi nouvelle que celle en face de quoi nous mettent la découverte d'un physicien, les enquêtes d'un juge d'instruction, ou les trouvailles d'un historien sur les dessous d'un crime ou d'une révolution. Cette réalité dépassait les chétives prévisions de ma deuxième hypothèse, mais pourtant les accomplissait. Cette deuxième hypothèse n'était pas celle de l'intelligence, et la peur panique que j'avais eue le soir où Albertine ne m'avait pas embrassé, la nuit où j'avais entendu le bruit de la fenêtre, cette peur n'était pas raisonnée. Mais, et la suite le montrera davantage, comme bien des épisodes ont pu déjà l'indiquer, de ce que l'intelligence n'est pas l'instrument le plus subtil, le plus puissant, le plus approprié pour saisir le vrai, ce n'est qu'une raison de plus pour commencer par l'intelligence, et non par un intuitivisme de l'inconscient, par une foi au pressentiment toute faite. C'est la vie qui, peu à peu, cas par cas, nous permet de remarquer que ce qui est le plus important pour notre cœur, ou pour notre esprit, ne nous est pas appris par le raisonnement, mais par des puissances autres. Et alors, c'est l'intelligence elle-même qui, se rendant compte de leur supériorité, abdique par raisonnement devant elles et accepte de devenir leur collaboratrice et leur servante. Foi expérimentale. Le malheur imprévu avec lequel je me trouvais aux prises, il me semblait l'avoir lui aussi, comme l'amitié d'Albertine avec deux lesbiennes, déjà connu pour l'avoir lu dans tant de signes où, malgré les affirmations contraires de ma raison, s'appuyant sur les dires d'Albertine elle-même, j'avais discerné la lassitude, l'horreur qu'elle avait de vivre ainsi en esclave, et qu'il traçait à l'envers des prunelles tristes et soumises d'Albertine, sur ses joues brusquement enflammées par une inexplicable rougeur, dans le bruit de la fenêtre qui s'était brusquement ouverte, comme avec de l'encre invisible. Sans doute, je n'avais pas osé les interpréter jusqu'au bout, et former expressément l'idée de son départ subit. Je n'avais pensé, d'une âme équilibrée par la présence d'Albertine, qu'à un départ arrangé par moi, à une date indéterminée, c'est-à-dire situé dans un temps inexistant. Par conséquent, j'avais eu seulement l'illusion de penser à un départ, comme les gens se figurent qu'ils ne craignent pas la mort quand ils y pensent pendant qu'ils sont bien portants, et ne font en réalité qu'introduire une idée purement négative au sein d'une bonne santé que l'approche de la mort, précisément, altérerait. D'ailleurs, l'idée du départ d'Albertine, voulue par elle-même, eût pu me venir 1000 fois à l'esprit, le plus clairement, le plus nettement du monde, que je n'aurais pas soupçonné davantage ce que serait relativement à moi, c'est-à-dire, en réalité, ce départ. Quelle chose originale, atroce, inconnue, quel mal entièrement nouveau. À ce départ, si je l'eusse prévu, j'aurais pu songer sans trêve pendant des années, sans que, mises bout à bout, toutes ces pensées eussent eu le plus faible rapport, non seulement d'intensité, mais de ressemblance, avec l'inimaginable enfer dont Françoise m'avait levé le voile en me disant « Mademoiselle Albertine est partie ». Pour se représenter une situation inconnue, l'imagination emprunte des éléments connus, et à cause de cela, ne se la représente pas. Mais la sensibilité, même la plus physique, reçoit comme le sillon de la foudre la signature originale et longtemps indélébile de l'événement nouveau. Et j'osais à peine me dire que, si j'avais prévu ce départ, j'aurais peut-être été incapable de me le représenter dans son horreur, et même Albertine me l'annonçant, moi la menaçant, la suppliant de l'empêcher. Que le désir de Venise était loin de moi maintenant, comme autrefois à Combray, celui de connaître Madame de Guermantes, quand venait l'heure où je ne tenais plus qu'à une seule chose, avoir maman dans ma chambre. Et c'était bien en effet toutes les inquiétudes éprouvées depuis mon enfance qui, à l'appel de l'angoisse nouvelle, avaient accouru la renforcer, s'amalgamer à elle en une masse homogène qui m'étouffait. Certes,
Ce coup physique au cœur que donne une telle séparation, et qui, par cette terrible puissance d'enregistrement qu'a le corps, fait de la douleur quelque chose de contemporain à toutes les époques de notre vie où nous avons souffert. Certes, ce coup au cœur sur lequel spécule peut-être un peu, tant on se soucie peu de la douleur des autres, celle qui désire donner au regret son maximum d'intensité, soit que la femme n'esquissant qu'un faux départ veuille seulement demander des conditions meilleures, soit que, partant pour toujours, elle désire frapper, ou pour se venger, ou pour continuer d'être aimée, ou dans l'intérêt de la qualité du souvenir qu'elle laissera, briser violemment ce réseau de lassitude, d'indifférence qu'elle avait senti se tisser. Certes, ce coup au cœur, on s'était promis de l'éviter. On s'était dit qu'on se quitterait bien. Mais il est enfin vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas. Et puis la femme avec qui on se montre le plus indifférent sent tout de même obscurément qu'en se fatiguant d'elle, en vertu d'une même habitude, on s'est attaché de plus en plus à elle. Et elle songe que l'un des éléments essentiels pour se quitter bien est de partir en prévenant l'autre. Or, elle a peur en prévenant d'empêcher. Toute femme sent que, plus son pouvoir sur un homme est grand, le seul moyen de s'en aller, c'est de fuir. Fugitive parce que reine, c'est ainsi. Certes, il y a un intervalle inouï entre cette lassitude qu'elle inspirait il y a un instant et, parce qu'elle est partie, ce furieux besoin de la ravoir. Mais à cela, en dehors de celles données au cours de cet ouvrage, et d'autres qui le seront plus loin, il y a des raisons. D'abord, le départ a lieu souvent dans le moment où l'indifférence, réelle ou crue, est la plus grande, au point extrême de l'oscillation du pendule. La femme se dit « Non, cela ne peut plus durer ainsi », justement parce que l'homme ne parle que de la quitter, ou y pense, et c'est elle qui quitte. Alors, le pendule revenant à son autre point extrême, l'intervalle est le plus grand. En une seconde, il revient à ce point, encore une fois, en dehors de toutes les raisons données, c'est si naturel. Le cœur bat, et d'ailleurs la femme qui est partie n'est plus la même que celle qui était là. Sa vie auprès de nous, trop connue, voit tout d'un coup s'ajouter à elle les vies auxquelles elle va inévitablement se mêler. Et c'est peut-être pour se mêler à elle qu'elle nous a quittés. De sorte que cette richesse nouvelle de la vie de la femme en aller rétroagit sur la femme qui était auprès de nous, et peut-être préméditait son départ. À la série d'effets psychologiques que nous pouvons déduire et qui font partie de sa vie avec nous, de notre lassitude trop marquée pour elle, de notre jalousie aussi, et qui fait que les hommes qui ont été quittés par plusieurs femmes l'ont été presque toujours de la même manière, à cause de leur caractère, et de réactions toujours identiques qu'on peut calculer. Chacun a sa manière propre d'être trahi, comme il a sa manière de s'enrhumer. À cette série, pas trop mystérieuse pour nous, correspondait sans doute une série de faits que nous avons ignorés. Elle devait depuis quelque temps entretenir des relations écrites ou verbales, par messager, avec tel homme ou telle femme, attendre tel signal que nous avons peut-être donné nous-mêmes sans le savoir en lui disant « Monsieur X est venu hier pour me voir », si elle avait convenu avec Monsieur X que la veille du jour où elle devrait rejoindre Monsieur X, celui-ci viendrait me voir. Que d'hypothèses possibles. Possibles seulement. Je construisais si bien la vérité, mais dans le possible seulement, qu'ayant un jour ouvert par erreur une lettre pour une de mes maîtresses, lettre écrite en style convenu et qui disait « Attends toujours signe pour aller chez le marquis de Saint-Loup, prévenez demain par coup de téléphone », je reconstituais une sorte de fuite projetée. Le nom du marquis de Saint-Loup n'était là que pour signifier autre chose, car ma maîtresse ne connaissait pas Saint-Loup, mais m'avait entendu parler de lui, et d'ailleurs la signature était une espèce de surnom, sans aucune forme de langage. Or, la lettre n'était pas adressée à ma maîtresse, mais à une personne de la maison qui portait un nom différent, mais qu'on avait mal lu.
La lettre n'était pas en signe convenu, mais en mauvais français, parce qu'elle était d'une Américaine, effectivement amie de Saint-Loup, comme celui-ci me l'a pris. Et la façon étrange dont cette Américaine formait certaines lettres avait donné l'aspect d'un surnom à un nom parfaitement réel, mais étranger. Je m'étais donc ce jour-là trompé du tout au tout dans mes soupçons. Mais l'armature intellectuelle qui, chez moi, avait relié ces faits, tous faux, était elle-même la forme si juste, si inflexible de la vérité, que, quand, 3 mois plus tard, ma maîtresse, qui alors songeait à passer toute sa vie avec moi, m'avait quitté, ça avait été d'une façon absolument identique à celle que j'avais imaginée la première fois. Une lettre vint, ayant les mêmes particularités que j'avais faussement attribuées à la première lettre, mais cette fois-ci, ayant bien le sens du signal, et ce malheur était le plus grand de toute ma vie. Et malgré tout, la souffrance qu'il me causait était peut-être dépassée encore par la curiosité de connaître les causes de ce malheur. Qui Albertine avait désiré retrouver. Mais les sources de ces grands événements sont comme celles des fleuves. Nous avons beau parcourir la surface de la terre, nous ne les trouvons pas. Albertine avait-elle ainsi prémédité depuis longtemps sa fuite? Je n'ai pas dit, parce qu'alors cela m'avait paru seulement du maniérisme et de la mauvaise humeur, ce qu'on appelait pour Françoise faire la tête, que du jour où elle avait cessé de m'embrasser, elle avait eu un air de porter le diable en terre, toute droite, figée, avec une voix triste dans les plus simples choses, lente en ses mouvements, ne souriant plus jamais. Je ne peux pas dire qu'aucun fait prouvât aucune connivence avec le dehors. Françoise me raconta bien ensuite qu'étant entrée l'avant-veille du départ dans sa chambre, elle n'y avait trouvé personne, les rideaux fermés, mais sentant à l'odeur de l'air et au bruit que la fenêtre était ouverte. Et, en effet, elle avait trouvé Albertine sur le balcon. Mais on ne voit pas avec qui elle eût pu de là correspondre. Et d'ailleurs les rideaux fermés sur la fenêtre ouverte s'expliquaient sans doute parce qu'elle savait que je craignais les courants d'air, et que, même si les rideaux m'en protégeaient peu, ils eussent empêché Françoise de voir du couloir que les volets étaient ouverts aussitôt. Non, je ne vois rien sinon un petit fait qui prouve seulement que la veille, elle savait qu'elle allait partir. La veille, en effet, elle prit dans ma chambre, sans que je m'en aperçusse, une grande quantité de papier et de toiles d'emballage qui s'y trouvaient, et à l'aide desquelles elle emballa ses innombrables peignoirs et seaux de lit toute la nuit, afin de partir le matin. C'est le seul fait. Ce fut tout. Je ne peux pas attacher d'importance à ce qu'elle me rendit presque de force ce soir-là, 1000 francs qu'elle me devait. Cela n'a rien de spécial, car elle était d'un scrupule extrême dans les choses d'argent. Oui, elle prit les papiers d'emballage la veille, mais ce n'était pas de la veille seulement qu'elle savait qu'elle partirait, car ce n'est pas le chagrin qui la fit partir, mais la résolution prise de partir, de renoncer à la vie qu'elle avait rêvée, qui lui donna cet air chagrin. Chagrin. Presque solennellement froid avec moi, sauf le dernier soir, où, après être restée chez moi plus tard qu'elle ne voulait, ce qui m'étonnait d'elle, qui voulait toujours prolonger, elle me dit à la porte « Adieu, petit, adieu, petit ». Mais je n'y pris pas garde au moment. Françoise m'a dit que, le lendemain matin, quand elle lui dit qu'elle partait, mais du reste c'est explicable aussi par la fatigue, car elle ne s'était pas déshabillée et avait passé toute la nuit à emballer, sauf les affaires qu'elle avait à demander à Françoise et qui n'étaient pas dans sa chambre et son cabinet de toilette. Elle était encore tellement triste, tellement plus droite, tellement plus figée que les jours précédents, que Françoise crut, quand elle lui dit « Adieu Françoise », qu'elle allait tomber. Quand on apprend ces choses-là, on comprend que la femme qui vous plaisait tellement moins maintenant que toutes celles qu'on rencontre si facilement dans les plus simples promenades, à qui on en voulait de les sacrifier pour elle, soit au contraire
celle qu'on préférerait 1000 fois. Car la question ne se pose plus entre un certain plaisir, devenu par l'usage et peut-être par la médiocrité de l'objet presque nul, et d'autres plaisirs, ceux-là tentants, ravissants, mais entre ces plaisirs-là est quelque chose de bien plus fort qu'eux, la pitié pour la douleur. En me promettant à moi-même qu'Albertine serait ici ce soir, j'avais couru au plus pressé, et pensé d'une croyance nouvelle l'arrachement de celle avec laquelle j'avais vécu jusqu'ici. Mais si rapidement qu'eût agi mon instinct de conservation, j'étais, quand Françoise m'avait parlé, resté 1 seconde sans secours, et j'avais beau savoir maintenant qu'Albertine serait là ce soir. La douleur que j'avais ressentie pendant l'instant où je ne m'étais pas encore appris à moi-même ce retour, l'instant qui avait suivi les mots « Mademoiselle Albertine a demandé ses malles, Mademoiselle Albertine est partie », cette douleur renaissait d'elle-même en moi, pareille à ce qu'elle avait été, c'est-à-dire comme si j'avais ignoré encore le prochain retour d'Albertine. D'ailleurs, il fallait qu'elle revînt, mais d'elle-même. Dans toutes les hypothèses, avoir l'air de faire une démarche, de la prier de revenir, irait à l'encontre du but. Certes, je n'avais plus la force de renoncer à elle comme je l'avais eu pour Gilberte. Plus même que revoir Albertine, ce que je voulais, c'était mettre fin à l'angoisse physique que mon cœur, plus mal portant que jadis, ne pouvait plus tolérer. Puis, à force de m'habituer à ne pas vouloir, qu'il s'agit de travail ou d'autre chose, j'étais devenu plus lâche. Mais surtout, cette angoisse était incomparablement plus forte pour bien des raisons, dont la plus importante n'était peut-être pas que je n'avais jamais goûté de plaisir sensuel avec Madame de Guermantes et avec Gilberte, mais que, ne les voyant pas chaque jour, à toute heure, n'en ayant pas la possibilité et par conséquent pas le besoin, il y avait en moi, dans mon amour pour elle, la force immense de l'habitude. Peut-être, maintenant que mon cœur incapable de vouloir et de supporter de son plein gré la souffrance, ne trouvait qu'une seule solution possible, le retour à tout prix d'Albertine. Peut-être la solution opposée, le renoncement volontaire, la résignation progressive, m'eût-elle paru une solution de roman, invraisemblable dans la vie, si je n'avais moi-même autrefois opté pour celle-là, quand il s'était agi de Gilberte. Je savais donc que cette autre solution pouvait être acceptée aussi, et par un même homme, car j'étais resté à peu près le même. Seulement le temps avait joué son rôle, le temps qui m'avait vieilli, le temps aussi qui avait mis Albertine perpétuellement auprès de moi quand nous menions notre vie commune. Mais du moins, sans renoncer à elle, ce qui me restait de ce que j'avais éprouvé pour Gilberte, c'était la fierté de ne pas vouloir être à Albertine un jouet dégoûtant, en lui faisant demander de revenir. Je voulais qu'elle revînt sans que j'eusse l'air d'y tenir. Je me levai pour ne pas perdre de temps, mais la souffrance m'arrêta. C'était la première fois que je me levais depuis qu'elle était partie. Pourtant, il fallait vite m'habiller afin d'aller m'informer chez le concierge d'Albertine. La souffrance, prolongement d'un choc moral imposé, aspire à changer de forme. On espère la volatiliser en faisant des projets, en demandant des renseignements. On veut qu'elle passe par ces innombrables métamorphoses. Cela demande moins de courage que de garder sa souffrance franche. Ce lit paraît si étroit, si dur, si froid, où l'on se couche avec sa douleur. Je me remis donc sur mes jambes. Je n'avançai dans la chambre qu'avec une prudence infinie. Je me plaçai de façon à ne pas apercevoir la chaise d'Albertine, le pianola, sur les pédales duquel elle appuyait ses mules d'or, un seul des objets dont elle avait usé, et qui tous, dans le langage particulier que leur avaient enseigné mes souvenirs, semblaient vouloir me donner une traduction, une version différente, m'annoncer une seconde fois la nouvelle de son départ.
mais sans les regarder, je les voyais. Mes forces m'abandonnèrent. Je tombai assis dans un de ces fauteuils de satin bleu, dont il y a 1 heure, dans le clair-obscur de la chambre anesthésiée par un rayon de jour, le glacis m'avait fait faire des rêves passionnément caressés, alors, si loin de moi maintenant. Hélas, je ne m'y étais jamais assis avant cette minute, que quand Albertine était encore là. Aussi je ne pus y rester, je me levai, et ainsi à chaque instant, il y avait quelqu'un des innombrables et humbles moi qui nous composent, qui était ignorant encore du départ d'Albertine, et à qui il fallait le notifier. Il fallait, ce qui était plus cruel que s'ils avaient été des étrangers, et n'avaient pas emprunté ma sensibilité pour souffrir, annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces moi qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun d'eux, à son tour, entendît pour la première fois ces mots « Albertine a demandé ses malles ». Ces malles en forme de cercueil que j'avais vu charger à Balbec, à côté de celle de ma mère. Albertine est partie. À chacun, j'avais à apprendre mon chagrin, le chagrin qui n'est nullement une conclusion pessimiste, librement tirée d'un ensemble de circonstances funestes, mais la reviviscence intermittente et involontaire d'une impression spécifique, venue du dehors, et que nous n'avons pas choisie. Il y avait quelques-uns de ces mois que je n'avais pas revus depuis assez longtemps. Par exemple, je n'avais pas songé que c'était le jour du coiffeur, le moi que j'étais quand je me faisais couper les cheveux. J'avais oublié ce moi-là. Son arrivée fit éclater mes sanglots, comme à un enterrement, celle d'un vieux serviteur retraité qui a connu celle qui vient de mourir. Puis je me rappelai tout d'un coup que, depuis 8 jours, j'avais par moments été pris de peur panique que je ne m'étais pas avoué. À ces moments-là, je discutais pourtant en me disant « Inutile, n'est-ce pas, d'envisager l'hypothèse où elle partirait brusquement. C'est absurde. Si je la confiais à un homme sensé et intelligent, et je l'aurais fait pour me tranquilliser si la jalousie ne m'eût empêché de faire des confidences, il m'aurait sûrement dit « Mais vous êtes fou, c'est impossible. » Et en effet, nous n'avions pas eu une seule querelle. On part pour un motif, on le dit. On vous donne le droit de répondre. On ne part pas comme cela. Non, c'est un enfantillage. C'est la seule hypothèse absurde. Et pourtant, tous les jours, en la retrouvant là le matin quand je sonnais, j'avais poussé un immense soupir de soulagement. Et quand Françoise m'avait remis la lettre d'Albertine, j'avais tout de suite été sûr qu'il s'agissait de la chose qui ne pouvait pas être, de ce départ, en quelque sorte perçu plusieurs jours d'avance, malgré les raisons logiques d'être rassuré. Je me l'étais dit presque avec une satisfaction de perspicacité dans mon désespoir, comme un assassin qui sait ne pouvoir être découvert, mais qui a peur et qui, tout d'un coup, voit le nom de sa victime écrit en tête d'un dossier chez le juge d'instruction qui l'a fait mander. Tout mon espoir était qu'Albertine fût partie en Touraine, chez sa tante, où, en somme, elle était assez surveillée et ne pourrait faire grand-chose jusqu'à ce que je l'en ramenasse. Ma pire crainte avait été qu'elle fût restée à Paris, partie à Amsterdam ou Montjouvin, c'est-à-dire qu'elle se fût échappée pour se consacrer à quelque intrigue dont les préliminaires m'avaient échappé. Mais en réalité, en me disant Paris, Amsterdam, Montjouvin, c'est-à-dire plusieurs lieux, je pensais à des lieux qui n'étaient que possibles. Aussi, quand le concierge d'Albertine répondit qu'elle était partie pour la Touraine, cette résidence que je croyais désirer me sembla la plus affreuse de toutes, parce que celle-là était réelle, et que pour la première fois, torturé par la certitude du présent et l'incertitude de l'avenir, je me représentais Albertine commençant une vie qu'elle avait voulu séparer de moi, peut-être pour longtemps, peut-être pour toujours, et où elle réaliserait cet inconnu qui autrefois m'avait si souvent troublé, alors que pourtant j'avais le bonheur de posséder, de caresser ce qui en était le dehors, ce doux visage impénétrable et capté. C'était cet inconnu qui faisait le fond de mon amour. Devant la porte d'Albertine, je trouvai une petite fille pauvre qui me regardait avec de grands yeux et qui avait l'air si bon
que je lui demandai si elle ne voulait pas venir chez moi, comme j'eusse fait d'un chien au regard fidèle. Elle en eut l'air content. À la maison, je la berçai quelque temps sur mes genoux, mais bientôt sa présence, en me faisant trop sentir l'absence d'Albertine, me fut insupportable, et je la priai de s'en aller, après lui avoir remis un billet de 500 francs. Et pourtant, bientôt après, la pensée d'avoir quelque autre petite fille près de moi, mais de ne jamais être seul sans le secours d'une présence innocente, fut le seul rêve qui me permit de supporter l'idée que, peut-être, Albertine resterait quelque temps sans revenir. Pour Albertine elle-même, elle n'existait guère en moi que sous la forme de son nom, qui, sauf quelques rares répits au réveil, venait s'inscrire dans mon cerveau, et ne cessait plus de le faire. Si j'avais pensé tout haut, je l'aurais répété sans cesse, et mon verbiage eût été aussi monotone, aussi limité que si j'eusse été changé en oiseau, en un oiseau pareil à celui de la fable, dont le cri redisait sans fin le nom de celle qu'homme il avait aimée. On le dit, et, comme on le tait, il semble qu'on l'écrive en soi, qu'il laisse sa trace dans le cerveau, et que celui-ci doive finir par être, comme un mur où quelqu'un s'est amusé à crayonner, entièrement recouvert par le nom 1000 fois réécrit de celle qu'on aime. On le réécrit tout le temps dans sa pensée tant qu'on est heureux, plus encore quand on est malheureux. Et de redire ce nom, qui ne nous donne rien de plus que ce qu'on sait déjà, on éprouve le besoin sans cesse renaissant, mais à la longue, une fatigue. Au plaisir charnel, je ne pensais même pas en ce moment. Je ne voyais même pas devant ma pensée l'image de cette Albertine, cause pourtant d'un tel bouleversement dans mon être. Je n'apercevais pas son corps. Et si j'avais voulu isoler l'idée qui était liée, car il y en a bien toujours quelqu'une, à ma souffrance, ça aurait été alternativement, d'une part, le doute sur les dispositions dans lesquelles elle était partie, avec ou sans esprit de retour, d'autre part, les moyens de la ramener. Peut-être y a-t-il un symbole et une vérité dans la place infime tenue dans notre anxiété par celle à qui nous la rapportons. C'est qu'en effet sa personne même y est pour peu de choses, pour presque tout, le processus d'émotion, d'angoisse, que tels hasards nous ont fait jadis éprouver à propos d'elle, et que l'habitude a attaché à elle. Ce qui le prouve bien, c'est, plus encore que l'ennui qu'on éprouve dans le bonheur, combien voir ou ne pas voir cette même personne, être estimé ou non d'elle, l'avoir ou non à notre disposition, nous paraîtra quelque chose d'indifférent quand nous n'aurons plus à nous poser le problème, si oiseux que nous ne nous le poserons même plus, que relativement à la personne elle-même. Le processus d'émotion et d'angoisse étant oublié, au moins en tant que se rattachant à elle, car il a pu se développer à nouveau, mais transféré à une autre. Avant cela, quand il était encore attaché à elle, nous croyions que notre bonheur dépendait de sa personne. Il dépendait seulement de la terminaison de notre anxiété. Notre inconscient était donc plus clairvoyant que nous-mêmes à ce moment-là, en faisant si petite la figure de la femme aimée, figure que nous avions même peut-être oubliée, que nous pouvions connaître mal et croire médiocre, dans l'effroyable drame où de la retrouver pour ne plus l'attendre pouvait dépendre jusqu'à notre vie elle-même. Proportion minuscule de la figure de la femme, effet logique et nécessaire de la façon dont l'amour se développe, claire allégorie de la nature subjective de cet amour. L'esprit dans lequel Albertine était partie était semblable sans doute à celui des peuples qui font préparer par une démonstration de leur armée l'œuvre de leur diplomatie. Elle n'avait dû partir que pour obtenir de moi de meilleures conditions, plus de liberté, de luxe. Dans ce cas, celui qui l'eût emporté de nous deux, c'eût été moi, si j'eusse eu la force d'attendre le moment où, voyant qu'elle n'obtenait rien, elle fût revenue d'elle-même. Mais si aux cartes, à la guerre, où il importe seulement de gagner, on peut résister au bluff,
Les conditions ne sont point les mêmes que font l'amour et la jalousie, sans parler de la souffrance. Si pour attendre, pour durer, je laissais Albertine rester loin de moi plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, je ruinais ce qui avait été mon but pendant plus d'une année, ne pas la laisser libre une heure. Toutes mes précautions se trouvaient devenues inutiles si je lui laissais le temps, la facilité de me tromper tant qu'elle voudrait. Et si à la fin elle se rendait, je ne pourrais plus oublier le temps où elle aurait été seule, et même l'emportant à la fin, tout de même dans le passé, c'est-à-dire irréparablement, je serais le vaincu. Quant aux moyens de ramener Albertine, ils avaient d'autant plus de chances de réussir que l'hypothèse où elle ne serait partie que dans l'espoir d'être rappelée avec de meilleures conditions paraîtrait plus plausible. Et sans doute pour les gens qui ne croyaient pas à la sincérité d'Albertine, certainement pour Françoise par exemple, cette hypothèse l'était. Mais pour ma raison, à qui la seule explication de certaines mauvaises humeurs, de certaines attitudes avait paru, avant que je sache rien, le projet formé par elle d'un départ définitif, il était difficile de croire que, maintenant que ce départ s'était produit, il n'était que simulation. Je dis pour ma raison, non pour moi. L'hypothèse de la simulation me devenait d'autant plus nécessaire qu'elle était plus improbable et gagnait en force ce qu'elle perdait en vraisemblance. Quand on se voit au bord de l'abîme et qu'il semble que Dieu vous ait abandonné, on n'hésite plus à attendre de lui un miracle. Je reconnais que dans tout cela, je fus le plus apathique, quoique le plus douloureux des policiers. Mais sa fuite ne m'avait pas rendu les qualités que l'habitude de la faire surveiller par d'autres m'avait enlevées. Je ne pensais qu'à une chose, charger un autre de cette recherche. Cet autre fut Saint-Loup, qui consentit. L'anxiété de tant de jours, remise à un autre, me donna de la joie, et je me trémoussais, sûr du succès, les mains redevenues brusquement sèches comme autrefois, et n'ayant plus cette sueur dont Françoise m'avait mouillé en me disant « Mademoiselle Albertine est partie ». On se souvient que quand je résolus de vivre avec Albertine, et même de l'épouser, c'était pour la garder, savoir ce qu'elle faisait, l'empêcher de reprendre ses habitudes avec mademoiselle Vinteuil. Ça avait été dans le déchirement atroce de sa révélation à Balbec, quand elle m'avait dit comme une chose toute naturelle, et que je réussis, bien que ce fût le plus grand chagrin que j'eusse encore éprouvé dans ma vie, à sembler trouver toute naturelle, la chose que dans mes pires suppositions, je n'aurais jamais été assez audacieux pour imaginer. C'est étonnant comme la jalousie, qui passe son temps à faire des petites suppositions dans le faux, a peu d'imagination quand il s'agit de découvrir le vrai. Or, cet amour, né surtout d'un besoin d'empêcher Albertine de faire le mal, cet amour avait gardé dans la suite la trace de son origine. Être avec elle m'importait peu, pour peu que je pusse empêcher l'être de fuite d'aller ici ou là. Pour l'en empêcher, je m'en étais remis aux yeux, à la compagnie de ceux qui allaient avec elle, et pour peu qu'ils me fissent le soir un bon petit rapport, bien rassurant, mes inquiétudes s'évanouissaient en bonne humeur. M'étant donné à moi-même l'affirmation que, quoi que je dusse faire, Albertine serait de retour à la maison le soir même, j'avais suspendu la douleur que Françoise m'avait causée en me disant qu'Albertine était partie. Parce qu'alors mon être pris de court avait cru un instant que ce départ était définitif. Mais après une interruption, quand d'un élan de sa vie indépendante, la souffrance initiale revenait spontanément en moi, elle était toujours aussi atroce, parce qu'antérieure à la promesse consolatrice que je m'étais faite de ramener le soir même Albertine. Cette phrase qui l'eût calmée, ma souffrance l'ignorait. Pour mettre en œuvre les moyens d'amener ce retour, une fois encore, non pas qu'une telle attitude m'eût jamais très bien réussi, mais parce que je l'avais toujours prise depuis que j'aimais Albertine. J'étais condamné à faire comme si je ne l'aimais pas, ne souffrais pas de son départ. J'étais condamné à continuer de lui mentir. Je pourrais être d'autant plus énergique dans les moyens de la faire revenir que, personnellement, j'aurais l'air d'avoir renoncé à elle.
Je me proposais d'écrire à Albertine une lettre d'adieu, où je considérerais son départ comme définitif, tandis que j'enverrais Saint-Loup exercer sur Madame Bontemps, et, comme à mon insu, la pression la plus brutale pour qu'Albertine revienne au plus vite. Sans doute j'avais expérimenté avec Gilberte le danger des lettres, d'une indifférence qui, feinte d'abord, finit par devenir vraie. Et cette expérience aurait dû m'empêcher d'écrire à Albertine des lettres du même caractère que celles que j'avais écrites à Gilberte. Mais ce qu'on appelle expérience n'est que la révélation à nos propres yeux d'un trait de notre caractère, qui naturellement reparaît, et reparaît d'autant plus fortement que nous l'avons déjà mis en lumière pour nous-mêmes une fois, de sorte que le mouvement spontané qui nous avait guidés la première fois se trouve renforcé par toutes les suggestions du souvenir. Le plagiat humain auquel il est le plus difficile d'échapper pour les individus, et même pour les peuples qui persévèrent dans leurs fautes et vont les aggravant, c'est le plagiat de soi-même. Saint-Loup, que je savais à Paris, fut mandé par moi à l'instant même, accourut, rapide et efficace comme il était jadis à Doncières, et consentit à partir aussitôt pour la Touraine. Je lui soumis la combinaison suivante. Il devait descendre à Châtellerault, se faire indiquer la maison de Madame Bontemps, attendre qu'Albertine fût sortie, car elle aurait pu le reconnaître. « Mais la jeune fille dont tu parles me connaît donc ?» me dit-il. Je lui dis que je ne le croyais pas. Le projet de cette démarche me remplit d'une joie infinie. Elle était pourtant en contradiction absolue avec ce que je m'étais promis au début. M'arranger à ne pas avoir l'air de faire chercher Albertine. Et cela en aurait l'air inévitablement. Mais elle avait sur ce qu'il aurait fallu l'avantage inestimable qu'elle me permettait de me dire que quelqu'un envoyé par moi allait voir Albertine, sans doute la ramener. Et si j'avais su voir clair dans mon cœur au début, c'est cette solution cachée dans l'ombre, et que je trouvais déplorable, que j'aurais pu prévoir, qui prendrait le pas sur les solutions de patience et que j'étais décidé à vouloir, par manque de volonté. Comme Saint-Loup avait déjà l'air un peu surpris qu'une jeune fille eût habité chez moi tout un hiver, sans que je lui en eusse rien dit, comme d'autre part il m'avait souvent reparlé de la jeune fille de Balbec, et que je ne lui avais jamais répondu « Mais elle habite ici », il eût pu être froissé de mon manque de confiance. Il est vrai que peut-être Madame Bontemps lui parlerait de Balbec, mais j'étais trop impatient de son départ, de son arrivée, pour pouvoir penser aux conséquences possibles de ce voyage. Quant à ce qu'il reconnut Albertine, qu'il avait d'ailleurs systématiquement évité de regarder quand il l'avait rencontrée à Doncières, elle avait, au dire de tous, tellement changé et grossi que ce n'était guère probable. Il me demanda si je n'avais pas un portrait d'Albertine. Je répondis d'abord que non, pour qu'il n'eût pas, d'après ma photographie, faite à peu près du temps de Balbec, le loisir de reconnaître Albertine, que pourtant il n'avait qu'entrevue dans le wagon. Mais je réfléchis que sur la dernière, elle serait déjà aussi différente de l'Albertine de Balbec que l'était maintenant l'Albertine vivante, et qu'il ne la reconnaîtrait pas plus sur la photographie que dans la réalité. Pendant que je la lui cherchais, il me passait doucement la main sur le front, en manière de me consoler. J'étais ému de la peine que la douleur qu'il devinait en moi lui causait. D'abord, il avait beau s'être séparé de Rachel, ce qu'il avait éprouvé alors n'était pas encore si lointain qu'il n'eût une sympathie, une pitié particulière pour ce genre de souffrance, comme on se sent plus voisin de quelqu'un qui a la même maladie que vous. Puis, il avait tant d'affection pour moi que la pensée de mes souffrances lui était insupportable. Aussi en concevait-il pour celle qui me les causait un mélange de rancune et d'admiration. Il se figurait que j'étais un être si supérieur qu'il pensait que, pour que je fusse soumis à une autre créature, il fallait que celle-là fût tout à fait extraordinaire. Je pensais bien qu'il trouverait la photographie d'Albertine jolie, mais comme tout de même je ne m'imaginais pas qu'elle produirait sur lui l'impression d'Hélène sur les vieillards troyens, tout en cherchant, je disais modestement « Ah, tu sais, ne te fais pas d'idée, d'abord la photo est mauvaise, et puis elle n'est pas étonnante, ce n'est pas une beauté, elle est surtout bien gentille. »« Oh, si, elle doit être merveilleuse !» dit-il avec un enthousiasme naïf et sincère,
en cherchant à se représenter l'être qui pouvait me jeter dans un désespoir et une agitation pareille. Je lui en veux de te faire mal, mais aussi c'était bien à supposer qu'un être artiste jusqu'au bout des ongles comme toi qui aimes en tout la beauté et d'un tel amour, tu étais prédestiné à souffrir plus qu'un autre quand tu la rencontrerais dans une femme. Enfin, je venais de trouver la photographie. Elle est sûrement merveilleuse, continuait à dire Robert, qui n'avait pas vu que je lui tendais la photographie. Soudain, il l'aperçut. Il la tint un instant dans ses mains. Sa figure exprimait une stupéfaction qui allait jusqu'à la stupidité. « C'est ça, la jeune fille que tu aimes ?» finit-il par me dire d'un ton où l'étonnement était maté par la crainte de me fâcher. Il ne fit aucune observation. Il avait pris l'air raisonnable, prudent, forcément un peu dédaigneux qu'on a devant un malade. Eût-il été jusque-là un homme remarquable et votre ami, mais qui n'est plus rien de tout cela, car, frappé de folie furieuse, il vous parle d'un être céleste qui lui est apparu et continue à le voir à l'endroit où vous, homme saint, vous n'apercevez qu'un édredon. Je compris tout de suite l'étonnement de Robert et que c'était celui où m'avait jeté la vue de sa maîtresse, avec la seule différence que j'avais trouvé en elle une femme que je connaissais déjà, tandis que lui croyait n'avoir jamais vu Albertine. Mais sans doute la différence entre ce que nous voyions l'un et l'autre d'une même personne était aussi grande. Le temps était loin où j'avais bien petitement commencé à Balbec par ajouter aux sensations visuelles, quand je regardais Albertine, des sensations de saveur, d'odeur, de toucher. Depuis, des sensations plus profondes, plus douces, plus indéfinissables s'y étaient ajoutées, puis des sensations douloureuses. Bref, Albertine n'était, comme une pierre autour de laquelle il a neigé, que le centre générateur d'une immense construction qui passait par le plan de mon cœur. Robert, pour qui était invisible toute cette stratification de sensations, ne saisissait qu'un résidu qu'elle m'empêchait au contraire d'apercevoir. Ce qui avait décontenancé Robert quand il avait aperçu la photographie d'Albertine était non le saisissement des vieillards troyens voyant passer Hélène et disant « Notre mal ne vaut pas un seul de ses regards », mais celui exactement inverse et qui fait dire « Comment ? C'est pour ça qu'il a pu se faire tant de bile, tant de chagrin, faire tant de folie ?» Il faut bien avouer que ce genre de réaction à la vue de la personne qui a causé les souffrances, bouleversé la vie, quelquefois amené la mort, de quelqu'un que nous aimons, est infiniment plus fréquent que celui des vieillards troyens, et pour tout dire, l'habituel. Ce n'est pas seulement parce que l'amour est individuel, ni parce que, quand nous ne le ressentons pas, le trouver évitable et philosopher sur la folie des autres nous est naturel. Non, c'est que, quand il est arrivé au degré où il cause de tels maux, la construction des sensations interposées entre le visage de la femme et les yeux de l'amant, l'énorme œuf douloureux qui l'engaine et le dissimule autant qu'une couche de neige une fontaine, est déjà poussé assez loin pour que le point où s'arrêtent les regards de l'amant, le point où il rencontre son plaisir et ses souffrances, soit aussi loin du point où les autres le voient qu'est loin le soleil véritable de l'endroit où sa lumière condensée nous le fait apercevoir dans le ciel. Et de plus, pendant ce temps, sous la chrysalide de douleur et de tendresse qui rend invisible à l'amant les pires métamorphoses de l'être aimé, le visage a eu le temps de vieillir et de changer. De sorte que si le visage que l'amant a vu la première fois est fort loin de celui qu'il voit depuis qu'il aime et souffre, il est, en sens inverse, tout aussi loin de celui que peut voir maintenant le spectateur indifférent. Qu'aurait-ce été si, au lieu de la photographie de celle qui était une jeune fille, Robert avait vu la photographie d'une vieille maîtresse? Et même nous n'avons pas besoin de voir pour la première fois celle qui a causé tant de ravages pour avoir cet étonnement. Souvent nous la connaissions comme mon grand-oncle connaissait Odette. Alors la différence d'optique s'étend non seulement à l'aspect physique, mais au caractère, à l'importance individuelle. Il y a beaucoup de chances pour que la femme qui fait souffrir celui qui l'aime ait toujours été bonne fille avec quelqu'un qui ne se souciait pas d'elle, comme Odette, si cruelle pour Swann, avait été la prévenante d'Amant Rose de mon grand-oncle,
ou bien que l'être dont chaque décision est supputée d'avance, avec autant de crainte que celle d'un Dieu dissimulé par celui qui l'aime, apparaisse comme une personne sans conséquence, trop heureuse de faire tout ce qu'on veut, aux yeux de celui qui ne l'aime pas. Comme la maîtresse de Saint-Loup pour moi qui ne voyais en elle que cette Rachel camp du Seigneur qu'on m'avait tant de fois proposée. Je me rappelais, la première fois que je l'avais vue avec Saint-Loup, ma stupéfaction à la pensée qu'on pût être torturé de ne pas savoir ce qu'une telle femme avait fait tel soir, ce qu'elle avait pu dire tout bas à quelqu'un, pourquoi elle avait eu un désir de rupture. Or je sentais que tout ce passé, mais d'Albertine, et vers lequel chaque fibre de mon cœur, de ma vie, se dirigeait avec une souffrance vibratile et maladroite, devait paraître tout aussi insignifiant à Saint-Loup qu'il me le deviendrait peut-être un jour à moi-même. Que je passerais peut-être peu à peu, touchant l'insignifiance ou la gravité du passé d'Albertine, de l'état d'esprit que j'avais en ce moment à celui qu'avait Saint-Loup, car je ne me faisais pas d'illusions sur ce que Saint-Loup pouvait penser, sur ce que tout autre que l'amant peut penser. Et je n'en souffrais pas trop. Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. Je me rappelais cette tragique explication de tant de vie qu'est un portrait génial, et pas seulement comme celui d'Odette par Elstir, et qui est moins le portrait d'une amante que du déformant amour. Il n'y manquait, ce que tant de portraits ont, que d'être à la fois d'un grand peintre et d'un amant. Et encore disait-on qu'Elstir l'avait été d'Odette. Cette dissemblance, toute la vie d'un amant dont personne ne comprend les folies, toute la vie d'un Swann la prouve. Mais que l'amant se double d'un peintre comme Elstir, et alors le mot de l'énigme est proféré. Vous avez enfin, sous les yeux, ces lèvres que le vulgaire n'a jamais aperçues dans cette femme, ce nez que personne ne lui a connu, cette allure insoupçonnée. Le portrait dit « Ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait souffrir, ce que j'ai sans cesse vu, c'est ceci. » Par une gymnastique inverse, moi qui avais essayé par la pensée d'ajouter à Rachel tout ce que Saint-Loup lui avait ajouté de lui-même, j'essayais d'ôter mon apport cardiaque et mental dans la composition d'Albertine et de me la représenter telle qu'elle devait apparaître à Saint-Loup, comme à moi, Rachel. Mais quelle importance cela a-t-il? Ces différences-là, quand même nous les verrions nous-mêmes, quelle importance y ajouterions-nous? Quand autrefois à Balbec, Albertine m'attendait sous les arcades d'Incarville et sautait dans ma voiture, non seulement elle n'avait pas encore épaissi, mais à la suite d'excès d'exercice, elle avait trop fondu. Maigre, enlaidie par un vilain chapeau qui ne laissait dépasser qu'un petit bout de vilain nez, et voir de côté que des joues blanches comme des vers blancs, je retrouvais bien peu d'elle, assez cependant pour qu'au saut qu'elle faisait dans ma voiture, je susse que c'était elle, qu'elle avait été exacte au rendez-vous et n'était pas allée ailleurs. Et cela suffit. Ce qu'on aime est trop dans le passé, consiste trop dans le temps perdu ensemble pour qu'on ait besoin de toute la femme. On veut seulement être sûr que c'est elle, ne pas se tromper sur l'identité, autrement importante que la beauté pour ceux qui aiment. Les joues peuvent se creuser, le corps s'amaigrir, même pour ceux qui ont été d'abord le plus orgueilleux aux yeux des autres de leur domination sur une beauté. Ce petit bout de museau, ce signe où se résume la personnalité permanente d'une femme, cet extrait algébrique, cette constante, cela suffit pour qu'un homme attendu dans le plus grand monde et qui l'aimait ne puisse disposer d'une seule de ses soirées, parce qu'il passe son temps à peigner et à dépeigner jusqu'à l'heure de s'endormir la femme qu'il aime, ou simplement à rester auprès d'elle, pour être avec elle, ou pour qu'elle soit avec lui, ou seulement pour qu'elle ne soit pas avec d'autres. « Tu es sûr, me dit-il, que je puisse offrir comme cela à cette femme 30 000 francs pour le comité électoral de son mari? Elle est malhonnête à ce point-là? Si tu ne te trompes pas, 3 000 francs suffiraient. »« Non, je t'en prie, n'économise pas pour une chose qui me tient tant à cœur. Tu dois dire ceci, où il y a du reste une part de vérité. Mon ami avait demandé ces 30 000 francs à un parent pour le comité de l'oncle de sa fiancée. C'est à cause de cette raison de fiançailles qu'on les lui avait donnés. Et il m'avait prié de vous les porter pour qu'Albertine n'en sût rien.
Et puis voici qu'Albertine le quitte. Il ne sait plus que faire. Il est obligé de rendre les 30 000 francs s'il n'épouse pas Albertine. Et s'il l'épouse, il faudrait qu'au moins pour la forme, elle revînt immédiatement, parce que cela ferait trop mauvais effet si la fugue se prolongeait. Tu crois que c'est inventé exprès ? Mais non, me répondit Saint-Loup par bonté, par discrétion, et puis parce qu'il savait que les circonstances sont souvent plus bizarres qu'on ne croit. Après tout, il n'y avait aucune impossibilité à ce que, dans cette histoire des 30 000 francs, il y eût, comme je le lui disais, une grande part de vérité. C'était possible, mais ce n'était pas vrai, et cette part de vérité était justement un mensonge. Mais nous nous mentions, Robert et moi, comme dans tous les entretiens où un ami désire sincèrement aider son ami en proie à un désespoir d'amour. L'ami conseil, appui, consolateur, peut plaindre la détresse de l'autre, non la ressentir, et meilleur il est pour lui, plus il ment. Et l'autre lui avoue ce qui est nécessaire pour être aidé, mais justement peut-être pour être aidé, cache bien des choses. Et l'heureux est tout de même celui qui prend de la peine, qui fait un voyage, qui remplit une mission, mais qui n'a pas de souffrance intérieure. J'étais, en ce moment, celui qu'avait été Robert à Doncières quand il s'était cru quitté par Rachel. Enfin, comme tu voudras. Si j'ai une avanie, je l'accepte d'avance pour toi. Et puis cela a beau me paraître un peu drôle, ce marché si peu voilé, je sais bien que dans notre monde, il y a des duchesses, et même des plus bigotes, qui feraient pour 30 000 francs des choses plus difficiles que de dire à leur nièce de ne pas rester en Touraine. Enfin, je suis doublement content de te rendre service, puisqu'il faut cela pour que tu consentes à me voir. Si je me marie, ajouta-t-il, est-ce que nous ne nous verrons pas davantage ? Est-ce que tu ne feras pas un peu de ma maison la tienne ? Il s'arrêta, ayant tout à coup pensé, supposai-je alors, que si moi aussi je me mariais, Albertine ne pourrait pas être pour sa femme une relation intime, et je me rappelais ce que les Cambremer m'avaient dit de son mariage probable avec la fille du prince de Guermantes. L'indicateur consulté, il vit qu'il ne pourrait partir que le soir. Françoise me demanda « Faut-il ôter du cabinet de travail le lit de mademoiselle Albertine ?» « Au contraire, dis-je, il faut le faire. » J'espérais qu'elle reviendrait d'un jour à l'autre, et je ne voulais même pas que Françoise pût supposer qu'il y avait doute. Il fallait que le départ d'Albertine eût l'air d'une chose convenue entre nous, qui n'impliquait nullement qu'elle m'aimât moins. Mais Françoise me regarda avec un air, sinon d'incrédulité, du moins de doute. Elle aussi avait ces deux hypothèses. Ses narines se dilataient, elle flairait la brouille, elle devait la sentir depuis longtemps. Et si elle n'en était pas absolument sûre, c'est peut-être seulement parce que, comme moi, elle se défiait de croire entièrement ce qui lui aurait fait trop de plaisir. Maintenant, le poids de l'affaire ne reposait plus sur mon esprit surmené, mais sur Saint-Loup. Une allégresse me soulevait parce que j'avais pris une décision, parce que je me disais « j'ai répondu du tac au tac ». Saint-Loup devait être à peine dans le train que je me croisais dans mon antichambre avec Bloch, que je n'avais pas entendu sonner, de sorte que force me fut de le recevoir un instant. Il m'avait dernièrement rencontré avec Albertine, qu'il connaissait de Balbec, un jour où elle était de mauvaise humeur. « J'ai dîné avec M. Bontemps, me dit-il, et comme j'ai une certaine influence sur lui, je lui ai dit que je m'étais attristé que sa nièce ne fût pas plus gentille avec toi, qu'il fallait qu'il lui adressât des prières en ce sens. » J'étouffais de colère. Ces prières et ces plaintes détruisaient tout l'effet de la démarche de Saint-Loup et me mettaient directement en cause, auprès d'Albertine, que j'avais l'air d'implorer. Pour comble de malheur, Françoise, restée dans l'antichambre, entendait tout cela. Je fis tous les reproches possibles à Bloch, lui disant que je ne l'avais nullement chargé d'une telle commission, et que du reste, le fait était faux. Bloch, à partir de ce moment-là, ne cessa plus de sourire, moins, je crois, de joie que de gêne de m'avoir contrarié. Il s'étonnait en riant de soulever une telle colère. Peut-être le disait-il pour ôter à mes yeux de l'importance à son indiscrète démarche. Peut-être parce qu'il était d'un caractère lâche et vivant gaiement et paresseusement dans les mensonges, comme les méduses à fleur d'eau. Peut-être parce que, même eût-il été d'une autre race d'hommes, les autres, ne pouvant jamais se placer au même point de vue que nous,
ne comprennent pas l'importance du mal que leurs paroles dites au hasard peuvent nous faire. Je venais de le mettre à la porte, ne trouvant aucun remède à apporter à ce qu'il avait fait, quand on sonna de nouveau, et Françoise me remit une convocation chez le chef de la sûreté. Les parents de la petite fille que j'avais amenée 1 heure chez moi avaient voulu déposer contre moi une plainte en détournement de mineur. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui nous assaillent, entrecroisés comme des leitmotifs wagnériens, de la notion aussi, émergeante alors, que les événements ne sont pas situés dans l'ensemble des reflets peints dans le pauvre petit miroir que porte devant elle l'intelligence et qu'elle appelle l'avenir, qu'ils sont en dehors et surgissent aussi brusquement que quelqu'un qui vient constater un flagrant délit. Déjà, laissé à lui-même, un événement se modifie, soit que l'échec nous l'amplifie ou que la satisfaction le réduise. Mais il est rarement seul. Les sentiments excités par chacun se contrarient, et c'est dans une certaine mesure, comme je l'éprouvais en allant chez le chef de la sûreté, un révulsif au moins momentané et assez agissant des tristesses sentimentales que la peur. Je trouvais à la sûreté les parents qui m'insultèrent en me disant « Nous ne mangeons pas de ce pain-là », me rendirent les 500 francs que je ne voulais pas reprendre, et le chef de la sûreté qui, se proposant comme inimitable exemple la facilité des présidents d'assises à repartie, prélevait un mot de chaque phrase que je disais, mot qui lui servait à en faire une spirituelle et accablante réponse. De mon innocence dans le fait, il ne fut même pas question, car c'est la seule hypothèse que personne ne voulut admettre un instant. Néanmoins, les difficultés de l'inculpation firent que je m'en tirai avec ce savon, extrêmement violent, tant que les parents furent là. Mais dès qu'ils furent partis, le chef de la sûreté, qui aimait les petites filles, changea de ton, et me réprimandant comme un compère, « Une autre fois, il faut être plus adroit. Dame, on ne fait pas d'élevage aussi brusquement que ça, ou ça rate. D'ailleurs, vous trouverez partout des petites filles mieux que celle-là et pour bien moins cher. » La somme était follement exagérée. Je sentais tellement qu'il ne me comprendrait pas si j'essayais de lui expliquer la vérité, que je profitai sans mot dire de la permission qu'il me donna de me retirer. Tous les passants, jusqu'à ce que je fusse rentré, me parurent des inspecteurs chargés d'épier mes faits et gestes. Mais ce leitmotiv-là, de même que celui de la colère contre Bloch, s'éteignirent pour ne plus laisser place qu'à celui du départ d'Albertine. Or, celui-là reprenait, mais sur un mode presque joyeux depuis que Saint-Loup était parti. Depuis qu'il s'était chargé d'aller voir Madame Bontemps, mes souffrances avaient été dispersées. Je croyais que c'était pour avoir agi, je le croyais de bonne foi, car on ne sait jamais ce qui se cache dans notre âme. Au fond, ce qui me rendait heureux, ce n'était pas de m'être déchargé de mes indécisions sur Saint-Loup, comme je le croyais. Je ne me trompais pas du reste absolument. Le spécifique pour guérir un événement malheureux, les 3/4 des événements le sont, c'est une décision, car elle a pour effet, par un brusque renversement de nos pensées, d'interrompre le flux de celles qui viennent de l'événement passé, et dont elle prolonge la vibration, de le briser par un flux inverse de pensées inverses, venues du dehors, de l'avenir. Mais ces pensées nouvelles nous sont surtout bienfaisantes, et c'était le cas pour celle qui m'assiégeait en ce moment, quand du fond de cet avenir, c'est une espérance qu'elle nous apporte. Ce qui au fond me rendait si heureux, c'était la certitude secrète que la mission de Saint-Loup ne pouvant échouer, Albertine ne pouvait manquer de revenir. Je le compris, car n'ayant pas reçu dès le premier jour de réponse de Saint-Loup, je recommençais à souffrir. Ma décision, ma remise à lui de mes pleins pouvoirs n'était donc pas la cause de ma joie, qui sans cela eût duré, mais la réussite est sûre, que j'avais pensé quand je disais « advienne que pourra ». Et la pensée, éveillée par son retard, qu'en effet, autre chose que la réussite pouvait advenir, m'était si odieuse que j'avais perdu ma gaieté. C'est en réalité notre prévision, notre espérance d'événements heureux qui nous gonfle d'une joie que nous attribuons à d'autres causes et qui cesse pour nous laisser retomber dans le chagrin si nous ne sommes plus si assurés que ce que nous désirons se réalisera.
C'est toujours une invisible croyance qui soutient l'édifice de notre monde sensitif. Et privé de quoi, il chancelle. Nous avons vu qu'elle faisait pour nous la valeur ou la nullité des êtres, l'ivresse ou l'ennui de les voir. Elle fait de même la possibilité de supporter un chagrin qui nous semble médiocre, simplement parce que nous sommes persuadés qu'il va y être mis fin, ou son brusque agrandissement jusqu'à ce qu'une présence... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.